Alors, délibération 7. Il s'agit d'une motion pour la concession autoroutière de la RN 154 entre Nonancourt et Allen, et notamment la participation de Chartres Métropole. Gérard Cornu. Oui, Monsieur le Président, si vous voulez bien, je vais vous lire, même si c'est un peu long, je vais vous lire exactement cette motion parce qu'elle est quand même importante et puis elle retrace finalement l'évolution de ce dossier. Alors, le projet d'aménagement, ça vous le savez, des RN 154 et RN 12 à 2 fois 2 voies par mise en concession entre Nonancourt et Allen constitue l'un des projets évalués dans le cadre de la commission Mobilité 21. Chargé de hiérarchiser les projets d'infrastructures de transport. Sans se prononcer sur les caractéristiques et les modalités de l'aménagement, la commission Mobilité 21 propose dans son rapport d'engager l'aménagement du tronc commun entre la RN 154 et la RN 12, donc entre Dreux et Nonancourt, avant 2030, puis d'engager l'aménagement de la section Allen-Dreux après 2030. Donc voilà le contexte de la commission et des propositions de la commission Mobilité 21. Lors de leur rencontre avec le ministre délégué chargé des Transports, les élus d'Eure-et-Loir et le président de la région Centre ont affirmé un soutien unanime au projet de concession autoroutière sur l'intégralité, et bien sur l'intégralité du tracé. Le ministre a confié au préfet de région une mission d'analyse détaillée et objective du niveau d'acceptabilité du projet d'aménagement des RN 154 et RN 12 par mise en concession, tant sur son tracé que sur son mode de financement. L'Adréal Centre, maître d'ouvrage du projet, doit ainsi préciser les montants et les modalités de financement des différentes variantes de réalisation du projet d'aménagement. Cette étude permettra de cerner le montant de la subvention d'équilibre prévisible aux conditions de financement actuelles. Lors de sa séance du 23 mars 2007, notre Conseil communautaire avait déjà approuvé le principe d'une participation de Chartres Métropole au financement de la contribution publique. De plus, il avait été précisé qu'une clause de retour de bonne fortune serait incluse dans le contrat de concession afin de permettre la restitution de tout ou partie des subventions versées par les collectivités locales en cas de résultat de la concession excédant les prévisions. Par délibération du 22 octobre 2012, le Conseil communautaire a réaffirmé le choix de la collectivité en faveur de l'option Est rapprochée pour le contournement de l'agglomération en rappelant que dans les équilibres de la concession, il fallait privilégier les solutions permettant une politique tarifaire adaptée aux usagers locaux. Cette solution historique du tracé Est rapproché, option qui a recueilli le plus d'avis favorables à l'issue de la première phase de la concertation menée en 2012, oblige dès maintenant à mener des études fines et poussées sur le niveau d'intégration paysagère à prévoir pour les ouvrages, ainsi que sur le traitement efficace de leurs conséquences sonores et environnementales auxquelles pourraient être exposées les populations des communes traversées. Et donc, le Conseil communautaire est sollicité afin à la fois de rappeler le principe d'une participation de Chartres Métropole au financement de la contribution publique, étant précisé que sera incluse dans le contrat de concession une clause de retour de bonne fortune. De demander que les études d'intégration paysagère et d'atténuation des nuisances environnementales pour les riverains du tracé Est rapproché débouchent sur des solutions facilitant l'acceptabilité du projet par les populations concernées. Et de mandater, bien sûr, le Président pour confirmer cette position auprès de Monsieur le Préfet de région dans le cadre de la concertation menée sur ce dossier. Voilà l'objet de ce rapport avec cette motion, Monsieur le Président. Merci. Bon, vous retrouvez là la même forme que pour ceux qui étaient dans le comité d'agglomération zone urbaine en 2007. Et puis, en fait, c'était une conséquence aussi de ce qu'on avait délibéré comme motion dans le SCOT. En fait, là, on est dans une configuration administrative différente, mais on avait eu le débat dans le SCOT. Ça avait été voté dans l'agglo parce que de l'époque, parce que c'était la seule qui pouvait payer. Le SCOT, lui, ne pouvait pas payer. Enfin, la structure SMEP, je veux dire.
pouvaient pas payer. Donc là, on est dans une configuration complètement homothétique et donc on peut reprendre ce type de délibération. C'est important. Alors, j'insiste sur ce paragraphe aussi de demander que les études d'intégration paysagère, d'atténuation des nuisances environnantes pour les riverains du tracé Est rapproché, puisque maintenant le tracé était figé, débouchent sur des solutions facilitant l'acceptabilité du projet par les populations concernées. Je pense qu'aujourd'hui, on fait des constructions complètement différentes de ce qui se faisait il y a 30 ans. Regardez ce qui se fait un peu partout. On a vraiment des cohabitations fortes, même en zone urbaine, de ce type de structure. Bon, voilà. Alors, c'est important parce que ça va alimenter, continuer le débat, parce que manifestement, bon, il y a eu une première décision du ministère, c'est un peu d'écarter, de reporter ça un peu loin. Aujourd'hui, quand même, on voit que les choses évoluent, notamment pour tout ce qui est contournement. Et là, il s'agit d'abord de 2 contournements, c'est Dreux et Chartres. Donc, on ne peut pas continuer de vivre comme ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc, il faut montrer que les collectivités sont aux côtés de l'État. Les 2 agglomérations, bien sûr, le Conseil général, la région, et avec une clause de retour sur bonne fortune. Et je pense que ça peut bien marcher parce que, en fait, quand vous prenez le A19 ou le A5, un certain nombre d'autoroutes ou le A28, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dessus et c'est pas plus cher que les autres autoroutes et c'est quand même payé tout ça. Donc, avec le trafic qu'il y a ici, qui n'a rien à voir avec celui du A19, je pense que ça serait complètement, avec le trafic supplémentaire que ça générerait, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté d'avoir un retour sur bonne fortune. Bon, voilà ce que je voulais dire, mais je pense que c'est une motion qu'il va falloir voter massivement. Bon, je sais bien qu'il y a quelques-uns qui sont un peu concernés, peut-être par un tracé trop près, ils peuvent ne pas participer au vote, mais je pense qu'il faut envoyer un signal fort. C'est quand même le développement de cette agglomération et du département qui est derrière tout ça. Il faut arrêter de rêver, pas de route, pas de développement économique. Tous ceux qui, tous les jours, rappellent aux élus qu'ils doivent faire du développement économique, et après, quand il y a des décisions à prendre, on ne les retrouve pas. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Alors, qui voulait intervenir? Monsieur Cavé? Monsieur le Président, je tiens à rappeler la position du Conseil municipal de Saint-Pré. Par 2 fois, on n'est pas favorable à ce tracé, donc nous voterons contre cette motion. Monsieur Cavé, j'entends bien, mais moi, le fait qu'on est contre le tracé, moi, je pense que ce débat-là, vous l'avez eu, il est derrière nous. Maintenant, c'est autre chose ce que l'on dit. C'est pas, on parle plus du tracé. Non mais attendez, on parle pas. Non mais je vais continuer. Non mais pour bien préciser la question, pour que tout le monde vote bien sur quoi il pense. Une fois que il y a décision de prise, on prend ce tracé. Comme tous les textes de loi, à un moment donné, on peut les amender. Nous, ce qu'on apporte comme un amendement sur la situation existante, c'est qu'on dit qu'on veut participer au financement de tout ça, avec aussi des contreparties, c'est que le tracé soit en acceptabilité par tout ce qui est riverain. Mais le débat sur le tracé ou sur la faisabilité, c'est avant. Là, c'est de dire, est-ce que l'agglomération contribue? Non, mais moi, j'insiste là-dessus, parce qu'à un moment donné, on retrouvera tout le monde, parce qu'on est dans un groupe, on partage nos richesses. D'accord? À un moment donné, oui, mais attendez, pour partager le développement, les richesses, les gens savent demander. Là, une fois qu'on a décidé, on se met d'accord, est-ce que l'agglomération payera ou pas? Et moi, en fonction des attitudes de chacun, je saurai m'en souvenir. Si Dieu me prête vie, on verra bien. Mais je veux dire qu'on ne peut pas avoir toujours plein de positions. Une fois que c'est passé, c'est décidé, le tracé il est fait comme ça, il y a eu un débat démocratique, on ne peut pas toujours se cacher, dire moi, oui, non. Et puis quand il y a à partager, on prend. Donc la richesse, ça ne va pas tomber du ciel. Donc moi, je tiens à le préciser. Alors, Monsieur Maslu voulait intervenir aussi. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est d'ailleurs plus aux parlementaires que je vais m'adresser ce soir, et éventuellement, bien sûr, aux sénateurs. C'est vrai que depuis 18 mois de cela, l'ensemble des projets autoroutiers et de grands travaux, de grosses infrastructures ont été gelés par le ministère au niveau national. Je voudrais savoir un petit peu, j'ai entendu dernièrement, et le ministère des Transports et de l'Écologie viennent de ressortir du chapeau 2 dossiers, notamment le projet autoroutier sur Strasbourg et le projet autoroutier qui était prévu en Vendée. Alors, qu'est-ce qui motiverait
que ces deux dossiers soient retenus par rapport à celui qui nous concerne directement. Alors, est-ce que c'est des enjeux politiques enfin, voilà, quel fondement, aujourd'hui, le ministre nous donne pour écarter, encore une fois, ce projet, sachant que nous sommes soutenus, si j'ai bien compris, par le président de la région Centre, qui est quand même pas de notre obédience politique. Voilà. Est-ce qu'une nouvelle réunion est prévue avec le ministre, comme cela s'est fait donc courant juillet, de façon à plaider encore une fois au plus haut niveau et avec l'ensemble des parlementaires qui sont encore une fois unanimes sur ce dossier. Voilà, je crois que l'actualité, il faut presser ce ministre afin que vous soyez entendu, bien sûr. Oui, alors, sur le travail de la commission Mobilité 21, en fait, la commission a apprécié globalement les projets qui étaient normalement les plus intéressants. Alors, on ne peut pas s'empêcher, dans ce genre de commission, d'avoir un penchant naturel sur telle ou telle région. J'irai pas plus loin pour pas être désagréable. Ceci étant, pour moi, il y avait deux choses à prendre en compte. Il y avait effectivement les projets de TGV, puisque la commission mobilité, c'était pas uniquement les projets autoroutiers, bien sûr. Il y avait les projets ferroviaires. Les projets ferroviaires sont très budgétiveurs au niveau du budget de l'État et n'ont pas un retour sur investissement globalement intéressant. Et donc, on peut comprendre que, compte tenu des finances de l'État, on peut comprendre que certains projets ferroviaires aient été abandonnés. Pour les projets autoroutiers, notamment, c'est presque l'inverse, puisque, en fait, je vous rappelle que les projets autoroutiers par concession autoroutière rapportent à l'État. Et ils ne coûtent absolument pas à l'État. Et j'avoue ne pas avoir compris, sauf idéologie que je pourrais comprendre, mais je ne comprenais pas que la commission Mobilité 21 ne prenne pas en compte des concessions autoroutières qui rapportent plus que ça coûte à l'État, puisque je vous rappelle que la TVA, ne serait-ce que la TVA des travaux, c'est quand même 19,6, bientôt 20%, et donc rapporte beaucoup plus à l'État que ce qu'il pourrait mettre à la poche. Mais bon, à part l'idéologie de ne pas faire de l'autoroutier et par rapport à d'autres équipements, j'avoue ne pas comprendre. Alors concernant, ça c'est pour la réponse globale, concernant la 154, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Et tout le monde maintenant s'accorde pour voir qu'il est impossible au niveau État et collectivités, que ce soit la région ou le département ou les agglomérations, de financer des équipements d'un tel niveau financier. Donc ce n'est pas à la portée ni de l'État, ni de la région, ni du département, ni des métropoles Dreux et Chartres. Donc la seule solution était la concession autoroutière. Mais vous imaginez bien qu'à partir du moment où, même si elle est très majoritaire dans le paysage politique, avec le soutien de la région et du département, et bien sûr des métropoles, vous savez bien que certains minoritaires ont beaucoup activé, notamment avec le gouvernement en place. Et donc, comme il y avait un consensus sur Dreux globalement, un consensus, je parle politique, la commission 21 a pris en compte ce consensus pour dire que finalement, la RN12 et la RN 154 avec le croisement pouvaient se faire plus rapidement. Mais je vous rappelle que plus rapidement, ça veut dire 2030. Ça veut dire que 2030 pour la RN12, alors que c'est une priorité. Donc vous imaginez que ça pourrait être pour la 154 au-delà du croisement de la 12 et au-delà de Dreux. Donc c'est clair qu'à partir de là, on ne peut pas se contenter d'être contre et de voir les morts se comptabiliser sur ces axes routiers extrêmement meurtriers, où finalement, peu maintenant, ceux qui sont habitués et qui n'ont pas envie de décéder sur la route, prennent des itinéraires différents, et d'ailleurs beaucoup sur des routes départementales pour aller à Orléans, et donc c'est criminel.
Je crois qu'il faut le dire, c'est criminel de ne rien faire. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette motion, parce qu'on a une responsabilité, nous élus, de faire aboutir ce dossier qui est quand même urgent pour la sécurité routière, mais qui est aussi très urgent pour le développement économique. Alors après, on peut être contre le passage à l'Est. C'est clair que certaines communes qui sont touchées veulent jamais voir ça. C'est comme les gens du voyage, c'est comme les déchetteries, c'est comme plein de choses. On préfère le voir chez son voisin. Il est clair aussi qu'on a une rocade ouest qui est complètement saturée. C'est plus de 30 000 véhicules jour. On a, moi je vois encore, j'ai vu des riverains de la rue de Lonceau qui sont venus me voir, ils en peuvent plus parce que à partir du moment où la rocade ouest, et c'est sur l'Ève, à partir du moment où la rocade ouest est saturée, on prend des voies de dérivation et souvent c'est d'ailleurs la rue de Lonceau, c'est souvent d'ailleurs la commune de Saint-Pré aussi, parfois la commune de Oisem, la commune de Champfol, parce que effectivement ces communes, si on ne fait rien, vont avoir un afflux de circulation parce que ça ne circule plus sur la rocade ouest et on est obligé maintenant pour aller de l'est au nord, eh bien on est obligé de passer par le centre, soit le centre-ville de Chartres comme ça sature aussi, eh bien on passe par la rue de Lonceau, par Saint-Pré. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'explications à faire. J'en suis conscient, parce qu'on a dit beaucoup et n'importe quoi sur ce sujet, mais je crois que notre responsabilité de maire est de prendre nos responsabilités, justement, et de faire cesser un peu ce cafouillage qui fait que, de toute façon, si on n'a pas de concession autoroutière, on n'aura rien et on se contentera d'additionner les morts et de constater que la circulation augmente de 10% par an dans les rues que j'ai citées, dans les villages que j'ai cités. Eh bien, je crois qu'à un moment donné, il faut se décider, et décider, c'est choisir. Merci, Monsieur Cornu. En complément, je veux dire deux choses. Bon, c'est vrai que le ministre regarde, bon, Gérard, il voit une connotation politique, je ne sais pas, moi, je ne connais pas la couleur politique de la Vendée, de Strasbourg, pour l'instant. Mais bon, peu importe. Ce qui est clair, c'est que on regarde les choses maintenant par les contournements. Et on voit bien que la problématique de l'Eure-et-Loir, c'est le contournement de Dreux et le contournement de Chartres. Ça ne sert à rien d'accélérer les véhicules entre les villes et qui viennent buter ensuite sur les agglomérations. Bon, moi, je voudrais quand même remercier le président Bonneau, parce qu'en fait, c'est lui qui mène cette bagarre aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez intéressant que, bon, au départ, il n'était pas trop enclin à défendre cette solution. Et aujourd'hui, il a tous les éléments pour dire que, en dehors de ça, point de salut. Vous voyez bien, puisque de toute façon, maintenant, il y a des délibérations qui ont eu lieu, cette commission a délibéré. Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas régler ce problème. Donc, ça, c'est important. D'autant plus que la ligne Chartres, ceux qui veulent du train à tout prix, genre l'a dit, la rentabilité, le retour sur le train, ça n'existe pas. Sinon, on aura des lignes, il y en avait un peu partout sur toute la France, et aujourd'hui, s'il n'y a pas de train partout, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, bon, moi, je crois maintenant un peu plus à la ligne Chartres-Voves. Je pense que ça finira par tomber en marche. Ça fait quand même une vingtaine d'années que j'en entends parler, donc ça finira par se faire. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose de nouveau, et j'en ai parlé avec le président Bonneau, si jamais il y avait des problèmes, ça ne serait pas de sa faute, c'est que Veuve-Orléans, ça va être une autre paire de manches. Parce que la ligne passe à côté de Brissy, et Brissy est devenu le centre des A400M. Donc, maintenant, la proximité de cette ligne à côté des terrains de la base aérienne, ça rend les choses quasiment impossible. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, si j'ai bien compris, c'est soit passer en dessous, en souterrain, ou déporter la ligne. Alors, vous savez, déporter une ligne de chemin de fer, alors là, je ne vais pas vous faire la conquête de l'Ouest aux États-Unis, mais c'est ça. Hein. Donc, je pense que pour le président, ça ne va pas être facile d'assurer la continuité Veuve-Orléans. Ce n'est pas un problème politique, ça devient un problème très technique. Bon, j'espère que rapidement, on aura Veuve-Chartres. Donc ça veut dire qu'on sera toujours coupé de la région centre. Moi, vous savez, je le redis régulièrement, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, on verra bien. Il y aura peut-être une équipe à Chartres qui m'acceptera la prochaine fois, j'en sais rien, on verra bien. Mais je pense que pour cette agglomération, eh bien, il faudra poser la question à tous les habitants, est-ce qu'on appartient à la région centre ou à l'Île-de-France? Parce que si on était dans l'Île-de-France, ça serait considéré complètement, de manière complètement différente. Vous voyez, on serait dans une autre configuration de réflexion.
Et ça, c'est vraiment une question stratégique. Et le président Bonneau a bien compris que s'il n'y avait pas de cordon ombilical avec la région centre, attendez, on n'a pas de route qui nous amène soit sur Orléans, soit sur Tours. Hein. Vous voyez le maire de Tivard qui arrivait tout à l'heure, il est arrivé en retard parce qu'il y a eu un accident mortel encore sur la 10, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à compter les nombres d'accidents sur la 154, mais ils n'ont pas compris et les comparer avec le nombre d'accidents sur l'autoroute. Pas du tout dans les mêmes proportions, c'est des choses incomparables. Les gens oublient que tout le trafic qui est dévié, il y a des accidents sur la rocade, dans l'agglomération, dans la ville de Chartres, qui sont liés à un trafic dévié. Si ce trafic traversier n'était pas là, ça serait des conditions très très différentes. Et regardez ce qui se passe dans ce département. Aujourd'hui, le nombre de morts, le préfet le dit régulièrement, parce qu'on a tout un trafic de transit qu'on n'a pas à faire rencontrer avec les usagers normaux. Regardez la rocade, à n'importe quelle heure de la journée, c'est une catastrophe. Donc ceux qui pensent, qui contribuent à l'aménagement de leur territoire en laissant faire perdurer ça. Alors malheureusement dans ce pays, c'est toujours les minorités qu'on entend les plus. Regardez ce qui se passe, allumez la télévision, vous verrez, on parle rarement de votre cas, on parle toujours des minorités. Et ceux-là, ils savent aller se faire entendre à Paris. Hein. Il y a des gens d'ici, de temps en temps, vont à Paris, aller dire au ministre que tout le monde qu'il y a une situation qui n'est pas, vécue à l'unanimité. Et en fait, on est vraiment dans une situation très très rare où une majorité des politiques, gauche-droite, ont compris que c'était de l'utilité publique. Là, c'est de l'utilité publique. Bon, c'est pour ça que là, le seul message qu'on veut envoyer, c'est de dire que si ça se fait, on contribuera. On contribuera parce que de toute façon, on aura des retombées économiques. C'est ça la question posée. Les autres débats, ils sont derrière nous. Bon, qui veut intervenir? Monsieur Toté? Moi, je suis pour. Attendez, appuyez sur le... Laissez-le. Mais je pense que c'est la 4 voies gratuite qu'il faut pour les usagers et pour les citoyens de l'Eure-et-Loir. C'est toujours les mêmes qui payent. Donc c'est Vinci qui va encore s'engraisser sur les contribuables. Donc pour aller travailler, je crois qu'on paye assez d'impôts. Les gens se plaignent qu'ils payent trop. C'est venu fortement dans ce pays. Je crois qu'il faut quand même que les élus réfléchissent un peu. Et c'est pas encore gagné que ça soit encore l'autoroute. Et l'autoroute a été nationalisée à une époque et c'était Villepin qui l'a privatisée. Donc je pense qu'il faut peut-être revoir aussi que l'autoroute revienne au service public. Merci. Attendez, monsieur Toté, et moi je suis pas complètement en désaccord avec vous. Bon, si on pouvait avoir une 2 fois 2 voies gratuites, bien sûr, c'est la solution idéale. Mais Albéric de Montgolfier a bien rappelé les 2 fois 2 voies là qu'il y a entre Chartres et puis maintenant le Boulay mi-voie. Donc, en fait, 60% de l'équipement est payé par les Euréliens, qu'ils l'utilisent ou pas. C'est pas ceux qui circulent dessus, c'est le contribuable d'Eure-et-Loir, 60%. Alors, faut arrêter de penser qu'une 2 fois 2 voies sera gratuite. De la même manière, l'État, qu'est-ce qu'il fera? Dans les contrats de plan, il mettra de l'argent, mais le complément sera mis, comme ça a été fait, à 60%. Alors que là, nous, par exemple, sur un projet d'1 milliard, s'il y a 100 millions de contributions, État, région, département et les 2 agglomérations, sur les 100 millions, l'État prendrait la moitié, 50, et nous, les 50 seraient à partager entre la région, le département et les 2 communautés d'agglomération. Donc ça devient raisonnable. Alors que dans l'autre cas, c'est 60%. Donc moi, je suis d'accord avec vous, une solution gratuite, mais aujourd'hui, Gérard l'a bien expliqué, vous voyez bien dans quelle situation est l'État, c'est très difficile. Donc, alors, pour ce que la partie autoroute, moi, si l'autoroute devient quelque chose de nationalisé, ça ne me gêne pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme régalien. Moi, ça ne me choque pas, ça. Vous savez, je le dis sur la SNCF, RFF, l'histoire de privatiser tout ça, c'est une connerie. Ça ne marche pas. D'ailleurs, on a essayé, RFF, SNCF, c'est une guerre, ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont régaliennes. On pourra décréter que les autoroutes, à chaque fois qu'on paye, ça rentre dans les caisses de l'État. Ça ne me choque pas. Mais à condition que ce soit l'usager qui paye. Alors, ce n'est pas Villepin qui a privatisé les autoroutes. Il a revendu quelques concessions pour améliorer un exercice budgétaire. Je peux vous le dire, hein, j'ai suivi ça à la Commission des Finances. C'était facial, puisque l'année suivante, c'est l'année où on est descendu à 36 milliards de déficit.
Vous voyez que l'année suivante, quand vous n'avez pas ce produit exceptionnel, bing, ça remonte. Donc ce n'était pas tout à fait très malin. Mais ça, c'est un vrai débat. Est-ce que les autoroutes doivent être nationalisées? Moi, ça ne me choque pas. Si on est capable d'assurer ce service dans notre pays, et qu'à chaque fois que quelqu'un l'utilise, quand il paye, ça rentre dans les caisses de l'État, pas choquant. Vous voyez bien que c'est un autre débat. Le débat, c'est comment on aménage notre territoire, comment on fait pour que, enfin, l'Eure-et-Loir, écoutez, dans l'heure, 2 fois 2 voies, alors gratuite, certainement, il y a des gens qui ont su le faire, et ensuite, vous sortez du département, moi je suis descendu dans le sud il y a quelque temps, j'ai pris le A10, et puis ensuite j'ai rattrapé le A19, et tout de suite vous arrivez sur Sens, Auxerre. Attendez, vous traversez comme ça le Loiret, vous n'avez rien vu, c'est quand même vraiment assez sympa. Donc on a besoin de ce deux barreaux traversiers. Et il ne faut pas qu'il soit payé par les Euréliens. Il faut qu'il soit payé par ceux qui l'utilisent. Notamment, il y a tout le fret étranger. Vous avez, regardez, au moment où les gens manifestent contre l'écotaxe, sur les autoroutes, vous n'avez pas d'écotaxe. On en est réduit à mettre des systèmes de paiement sur les routes qui ne sont pas des autoroutes. Ah mais attendez, on marche sur la tête. Regardez la Bretagne. La Bretagne, ils étaient contents d'avoir leur réseau 2 fois 2 voies gratuit, et on installe des portiques pour faire payer ceux qui, entre guillemets, polluent, qui sont un peu les étrangers de la région. Vous voyez à quoi on en arrive? Alors que, si à la limite, si ça avait été une autoroute, on ne serait pas dans cette situation. Et d'ailleurs, ça fâche tout le monde. Donc, à un moment donné, face à l'évidence, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une situation responsable. D'autant que je sens que le ministre comprend de plus en plus. On voit bien que ce n'est plus politique, puisque le président de région est en phase avec le président du Conseil général, est en phase avec les présidents et les conseils des métropoles. Donc tout ça, ça a du sens. Il faut appuyer cette délibération. Bon, qui va intervenir? Monsieur Blois. Oui, merci. Moi, je voulais dire que, outre l'aspect économique, l'aspect sécuritaire, et outre aussi le fait que le débat est déjà bien lancé sur le fait oui ou non, est-ce qu'on a besoin ou pas, je voudrais dire qu'il y a des communes qui sont plus impactées que d'autres, voire très impactées, et conformément à ce que vous demandez dans la deuxième, de demander une étude d'intégration paysagère, environnementale, etc., sur cette partie-là, je souhaiterais qu'il y ait une commission qui soit créée au sein de Chartres Métropole, avec en priorité les communes les plus impactées, pour qu'elles soient source de propositions concernant peut-être certains délestages, certains aménagements ou de choses de ce type-là. Et ça serait quand même écouter les communes les plus impactées et celles qui auront le plus de nuisances. Voilà. Alors, bon, on ne pouvait pas le mettre dans la délibération, mais je trouve que c'est une très très bonne proposition. Il faudrait que ça soit comme ça, parce que... Et puis, ne pas accepter, si jamais ça ne correspond pas à la problématique de chaque commune. Je suis d'accord. Très bonne proposition. C'est pour ça qu'il faut se présenter en mars. Monsieur William Bellhomme. Il faut appuyer. Oui, Monsieur le Président, chers amis délégués, pour les raisons que vous tous comprendrez bien, la commune de Gaville-Oisem ne participera pas au vote. Voilà, c'est tout. Okay, je comprends bien, mais c'est différent de ne pas participer au vote que de donner un avis défavorable. C'est pas pareil, parce que dans la comptabilisation, on regarde les équilibres. Vous voyez bien que quand on calcule une délibération, si elle est votée à l'unanimité ou pas, ceux qui ne participent pas au vote, eh bien, ça fait que c'est pas comptabilisé, et on voit s'il y a un élan fort ou pas. Bon, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Cavé. Préciser, j'ai un conseil municipal et je me rallie au conseil municipal. Je me vois mal rentrer en disant voilà, il y a une délibération, une motion qui est passée au conseil communautaire. Dans cette motion, il a acté le tracé S. Par 2 fois, le conseil municipal n'est pas favorable et je ne vois pas pourquoi je m'abstiendrai. Voilà ma... Bon, moi, je réexplique que là, ce n'est pas l'histoire du tracé, c'est l'histoire de participer au financement. Et je vous rappelle quelque chose à tous. Je vous rappelle quelque chose à tous. Alors, ce n'est pas facile, mais vos votes ne sont pas impératifs. Je vous le dis. Vous ne portez pas la voix de vos conseils. C'est comme ça. Hein, je dis que... Non, mais je vous le dis. Vos votes ne sont pas impératifs.
Oui, monsieur. Dit quelque chose, c'est que pour Jean-Marie, par exemple, le vote de ce soir n'est pas un vote pour ou contre la 154 ou la concession autoroutière. Il est le fait, est-ce que Chartres Métropole doit participer intensément et suivre le projet pour qu'on n'ait pas, on va dire entre guillemets, n'importe quoi, parce qu'on a déjà un tracé. Donc le vote est difficile de dire non, je suis contre, c'est pas ça. C'est de dire oui, je veux participer à l'effort ce qu'elle va faire Chartres Métropole au sein de cette commission-là. Mais on sait très bien que si l'État impose, automatiquement, on se basera sur... on est obligé de se conformer, puisque c'est un projet d'intérêt national. Automatiquement, l'État va prendre sa décision. Tout le monde est pour le tracé Est. Donc, si le tracé Est se fait, automatiquement, on sera obligé de se conformer au tracé Est. Mais malgré ce que dit le président, moi j'ai le respect de mes colistiers. Ils ont voté 2 fois défavorablement. Je me vois mal revenir envers eux et leur dire non, maintenant je m'abstiens ou je vote pour cette délibération. C'est pas possible. Moi, Juste un dernier mot peut-être. Oui. Non, mais c'est le moment. Hein. On est dans une phase où, comme tu l'as dit, on va peut-être nous imposer ou on va sûrement nous l'imposer. Donc ce n'est pas les 2 ou 3 voix qui vont se dire contre ça qui vont changer les choses. Ce qu'il faut, c'est, je pense, être porteur de solutions ou essayer de donner des solutions plutôt que d'aller contre toujours la même chose. Alors c'est vrai que respecter ce qu'a dit ton conseil municipal, comme moi, le conseil municipal, forcément s'est opposé à la 154 parce qu'il y avait un impact trop important. Je le redis, nous sommes contre le passage de la 154 si ça se passe à Berchères. Par contre, je suis pour participer à des commissions pour que s'il y a impact sur Berchères, nous participions et que les impacts soient minimisés au maximum. Au minimum, pardon. Même demandé à l'époque, puisque nous n'étions pas favorables au tracé Est, mais on avait mis dans notre motion que si on nous l'imposait, on demandait que les contraintes, les nuisances soient prises en compte. Et on demandait même un concours d'architecture pour le viaduc. C'était clair. Mais on n'est pas favorable au passage Est de la 154. Et dans la délibération, dans la motion qui est mise là, quand je lis par délibération du 22 octobre 2012, donc qui a acté le passage Est, je ne peux pas voter pour cette délibération, c'est pas possible. Jean-Marc, on pourrait s'amuser à un raisonnement par l'absurde. Si ça ne se faisait pas, tu serais d'accord pour payer? Il faut éteindre le bazar, là, on peut éteindre. Mais non, attends, je fais un raisonnement par l'absurde. Si jamais ça ne se fait pas, tu es d'accord pour payer avec nous, puisque c'est gratuit. Oui. Tu prendrais à ta charge les... Non, si jamais ça ne se fait pas. Oui. Là, nous, on dit que si ça se fait, on est d'accord pour payer, d'accord? Oui. Bon, mais si ça ne se fait pas, est-ce que tu serais d'accord avec nous pour payer? Mais non. Mais attends. Donc tu ne veux pas partager avec nous quelque chose qui non, vaut zéro? c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai eu pas mal de discussions au niveau du conseil municipal avec ce tracé Est. On a fait une première motion, on n'était pas favorable. On a été attaqué, on a refait une deuxième motion pour préciser qu'on n'était pas favorable. Maintenant, je peux pas... Et on a dit dans la motion, en plus, qu'on demandait, si le tracé S se faisait, on demandait un concours d'architecture et on demandait que les nuisances soient prises en compte. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je vois que dans la délibération, c'est marqué que le tracé S est acté. Je ne peux pas aller contre des décisions de mes collègues. Il faut être clair. Je pense que mon collègue Michel Jean partage le même avis que moi. Voilà. Bon, écoutez, y a-t-il d'autres interventions? Donc, alors, on va passer au vote de cette délibération. Allez, le vote est ouvert.
Bon, allez, je pense que... Regardez bien vos boîtiers. Donc, le vote est clos. Alors, c'est quand même voté à... 91%. Bon, alors, on va voir les voix contre. Important. Alors, M. Cavet, Degrain, Gégon, Jean, Philippe, Taillandier, Toté. Très bien. Merci. Donc, oui, Bellhomme. Non, c'est des gens qui n'ont pas participé au vote. C'est pas pareil. Hein. Bellhomme, Leleu, André, Fustiès, Pérez, Balzer, Legrand, Thomas, Legendre, Le François Ferré. OK. Et les abstentions? Abstentions, il y en a, non? Je n'avais pas vu, moi. Non, il n'y en a pas. Non, voilà. Bon, OK, merci.